Cette émission vous est présentée par Salon Autosport XPN, Next Drive, propulsé par Napa Autopro et Les Tourneaux Service de pneus. Salut tout le monde, en vous souhaitant la bienvenue à cette deuxième émission déjà de Moteur d'émotion. Martin, contente de te retrouver. Dans le Man Cave à notre chum, notre nouveau meilleur ami de la Floride. Ah, c'est vraiment, là, pour vrai, Henry, mon nouveau meilleur ami. On aura l'occasion de vous reparler de ce monsieur-là. C'est une anthologie. Ouais, incroyable. Vraiment. Qu'est-ce qu'on a sur le show cette semaine? Bien, on va jaser, entre autres, avec Fred Bouillon d'Axus Garage. Alias Axius Garage. Ouais. Non, l'année passée, vous l'avez aimé, vous l'aimez ses réseaux sociaux, mais pour une des rares fois, on l'a vu en chair et en os. En vrai? En vrai. Et là, il revient cette année parce qu'il a aimé son bain de foule. Donc, revient du côté du salon Autosport cette année. Encore vraiment content de l'avoir avec nous. Et Sarah, tout de go, on s'en va en Italie rencontrer le fils du créateur de la marque Lamborghini, Tonino Lamborghini. On retrouve aussi Johan Leduc cette semaine. Oui, avec le projet Probe. Aussi, bien sûr, encore un peu de motoneige cette semaine. Oui, avec deux passionnés de motoneige. Et après ça, on a notre chum Christian Lajeunesse qui va nous parler la fameuse préparation d'un véhicule avec les bonnes choses à faire pour venir dans le cadre d'une exposition comme le Salon Autosport. Et on vous le disait la semaine passée, Antoine Joubert qui nous parle d'une Ferrari exceptionnelle, une 458. Moi, j'avais vraiment hâte qu'on présente ce véhicule-là. Écoute, dans la vie, il y a des choses que tu ne peux pas passer aux côtés. Et ça, une 458 Challenge, c'est incroyable. Juste le son. Puis je pense qu'on va partir le topo avec le son. Ah oui. Vous allez pogner un 2 minutes. Et tout ça pour vous cette semaine à Moteur d'émotion. Tendez l'oreille. On tend l'oreille. On tend l'oreille. On peut plus faire de bruit, Martin, tu sais. On tend l'oreille. À travers le monde, environ 150 unités de la Ferrari 458 Challenge ont été fabriquées sur une période d'à peu près 5 ans. Ça a commencé en 2012, mais en 2014, la voiture a été modifiée, surtout sur le plan de l'aérodynamisme, pour gagner quelques secondes ou quelques dixièmes de seconde sur un tour de piste. Et cette voiture-ci, c'est une 2012, mais qui a adopté la nouvelle évolution de la Ferrari 458. Essentiellement, c'est un modèle Evo, mais qui n'en est pas vraiment un. C'est vrai, parce que pour courser en challenge en 2014, ça prenait Evo. Fait que Ferrari, ils ont sorti un kit pour transférer l'auto en Evo. Okay. Ça a coûté 50 000 US, juste le kit. Bien, c'est correct qu'on puisse en rire, hein? Ben oui, c'est comme ça. Donc ça, c'est l'aileron, quelques appuis aérodynamiques. L'aileron, le plancher en dessous, le bumper en avant et le bumper en arrière. Et à regarder la partie avant de la voiture, on peut constater qu'elle a déjà fait du circuit, plus souvent qu'autrement. Ah, oui. Donc, depuis 2012, là, il roule. Puis on a fait challenge pour 5 ans avec. OK. Puis là, il fait juste un peu tremblant, c'est tout. Un peu tremblant, c'est tout. Elle est à la semi-retraite. Oui, c'est ça. OK. Mais c'est-tu une voiture plus amusante à conduire que la 296? Peut-être oui, peut-être non, ça dépend. La 296, le handling, c'est un autre monde. OK. Lui, il y a beaucoup d'understeer. OK. C'est pour ça qu'on a mis des ailerons en avant ici. OK. Ça, c'est pas Evo, c'est nous qu'on l'a fait pour avoir moins d'understeer. Mais ça, c'est légal quand même dans le cadre dans d'une Tremblant, on a la Tremblant, c'est des courses locales, là. Oui. On ne peut pas mettre ça dans le challenge, non. OK, c'est ça ma question, parce que ça, c'est de la personnalisation. Exact. Puis on l'a modifié un peu, on a mis différents échappements pour avoir gagné un petit peu plus de chevaux. OK. C'est ça. Est-ce qu'une Ferrari comme celle-là, c'est recherché par des amateurs, par des collectionneurs aujourd'hui? Parce qu'on en a produit très peu, là. Exactement, parce que c'est le dernier sans turbo. Exact. Ça fait que c'est cherché. Ça monte toujours en valeur à chaque année. Ben lui, il n'est jamais à vendre. Fait que le prix n'a pas d'importance. C'est ça. Et vous allez pouvoir la voir au Salon Autosport Québec au premier week-end de mai 2026. Dans
Dans le cadre du Salon Autosport 2025, j'ai le plaisir de me retrouver en compagnie d'un gars que vous avez certainement reconnu, peut-être des réseaux sociaux. Vous l'avez vu travailler sa tôle, pas à peu près. Fred d'Axus Garage, comment tu vas d'abord? Énervé. Ouais. C'est ton premier salon? Ouais. Ouais. Comment t'as reçu? Ouais. On dirait que je veux que tout le monde sache tout. Fait que là, j'essaie de tout dire en même temps. Mais ça a l'air à fonctionner parce que pas mal de monde qui viennent te voir, qui te pose des questions puis qui regarde le travail que tu fais. Ouais, ben je leur donne la théorie derrière la tôlerie. Ouais. C'est ça que le monde pense pas, mais il y a de la théorie. Fait qu'en comprenant ce qu'on fait, ben ça fonctionne. T'sais, je veux dire, c'est ça. Là, je leur donne des quiz, j'essaie de montrer mon art parce que j'exprime mon art avec ça. Pour ceux et celles qui ne te connaissent peut-être pas, parce qu'il y a des milliers de personnes qui suivent ce gars-là sur les réseaux sociaux, toi, tu es militaire de jour et tu es dans ton garage de soir, comme j'aime le dire. Cette passion-là, c'est venu de où? C'est arrivé comment pour toi? Ça vient de mon père, étrangement. Ouais. Quand j'étais plus jeune, je m'en souviens tout le temps m'en souvenir. J'étais assis, puis à un moment donné, parce que mon père, il fait de la carrosserie automobile, puis j'ai demandé, j'ai dit, comment tu fais ça, un tour d'aile, papa, toi? Il m'a regardé, il dit, donne-moi une bûche puis un marteau, là, puis je vais t'en faire un tour d'aile. Là, il fait, hein? Puis là, ça a comme migré. Là, on peut faire ce qu'on veut avec de la tôle, tu sais. Puis ça a migré de même. J'ai fait mes chars depuis que j'ai 16 ans. J'ai tout le temps fait mes bolides parce que j'avais pas une scène, finalement, tu sais. Fait que j'ai bâti en réparant la rouille puis tout ça. Puis des Civics puis des Cavaliers. Je pense que mon Cavalier 3.1, il est peinturé 2 fois. Il est peinturé à Tremclad. Fait que là, c'était lettre, ça a tout rouillé. Fait que là, je l'ai repeinturé. Ma mère, elle m'a vu peinturer des chars dehors dans la course à la pelouse, là. Donc, très autodidacte dans ça. Puis, ça fait en sorte que, un moment donné, tu as décidé de partager ça sur les réseaux sociaux. Cette partie-là est arrivée comment? C'est plate, ça, dans le garage. Oui? Ouais. Tu me semble du monde là, qui m'encouragerait et qui me dirait que c'est beau ou c'est pas beau ce que je fais, ça pourrait le faire? Oui, entre autres, mais c'est surtout que je l'ai fait comme mon école avec ça. Oui. En m'exposant, le monde me corrige. Puis ça a fait que mes aptitudes ont monté rapidement. C'est ça que je trouvais hot. Au début, je faisais juste ça pour essayer de pas être seul. Parce que c'est plate, ça, là. À un moment donné, là, tu te dis, tu sais, je suis seul, puis c'est plate. En faisant des petites vidéos comme ça, on dirait que le monde soit mieux à aimer ça. Puis là, ça a fait pire, j'aimais encore plus ça. Ça s'est bâti tranquillement. Puis c'est ça qu'ils ne voient pas l'envers de la médaille, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui me corrige. Ils m'écrivent, hey, fais pas ça de même. Hey, tu devrais prendre ce produit-là. Hey, ça me tente d'aller te voir, je vais te montrer comment. Là, ça a fait que, tabarouette, mes aptitudes ont monté rapidement. C'est plaisant. J'ai du fun. Merci à toi. Merci. Donc, on se souvient, j'avais fait une modification de ma grange pour pouvoir la mettre au goût du jour et encore une fois la personnaliser. Donc, j'ai travaillé pour ça avec Rousseau Métal. Fait qu'ils ont fait un travail extraordinaire. On a vraiment personnalisé tout le système de coffrage. Et maintenant, je vous dirais, 1, je suis ultra satisfait. 2, ça fait vraiment le travail. Et 3, ça fait même partie de ma carrière parce que j'anime mon podcast directement de mon garage. Donc, je trouve que ça donne une saveur vraiment personnalisée dans un encadrement qui est réel parce que c'est un vrai garage, on l'utilise pour ça, en plus de pouvoir l'utiliser pour le loisir et le travail. Donc, chapeau. Donc, depuis le jour 1, la Challenger, je voulais la modifier. Donc, la partie à main, je l'ai fait. Ce qui est le fun, c'est que c'est un moteur qui est supercharge. Donc, il y a une prise d'air dans un des phares avant. Donc, c'était intéressant de pouvoir l'emmener sur un véhicule qui en dotait. Il n'y en avait pas un à l'époque. Donc, on l'a doté d'un. J'ai optimisé la motorisation. Donc, il y a un 426 supercharge plutôt que le moteur d'origine. Donc, beaucoup plus puissant. Par contre, je n'avais pas fait la partie arrière. C'est ce que je voulais faire. Je voulais avoir le match qui venait avec la partie à main du L4. Puis là, entre-temps, il a sorti le démon. Donc, je vais avoir le capot du démon qui va avoir une belle grande fente à l'avant. Ça va donner beaucoup de caractère, un beau look à la voiture. Puis là, ça me prenait un partenaire pour pouvoir faire le travail. Donc, j'ai trouvé Driver Performance à Saint-Hyacinthe à travers des amis communs. Donc, on entreprend le processus avec eux. Là, je vais voir si on va modifier au niveau là, des performances sonores à l'intérieur du véhicule, qui datent quand même, malgré que lorsque tu as ce genre de véhicule-là, c'est pas la musique que tu vas écouter, c'est le son du moteur, qui, elle, est de la musique dans nos oreilles. Alors, bonjour tout le monde, toujours en présence avec Martin Roy. Là, on va parler d'une motoneige, encore une fois, qui est très, très, très rare. On va parler de la motoneige Moto-Loup. Martin, d'abord, bonjour. Salut, Martin. Tu nous parles un peu de l'histoire de la motoneige? Oui, écoute, Moto-Loup a été fabriqué à Sainte-Marie-de-Beauce en petite quantité. C'est M. Paul-Eugène Gagnon qui était avec 2 autres. Ça s'appelait les Industries GLB. C'était Gagnon, Labbé, Beatty.
Exact. Puis, c'est ça, ça avait commencé avec un nom, qui appelait ça Skiloo. OK. S-K-I-L-O-O. Puis, il y a eu de la pression d'une compagnie qui était déjà en place pour changer le nom, parce que ça s'apprêtait trop à leur nom à eux autres. Puis, après ça, ils ont transféré pour Motoloo. OK, donc il y a eu la production Skiloo et la production Motoloo. Oui, exact. Skiloo, Encore plus rare. Skiloo, je ne suis pas capable de te dire comment il y en a eu. OK. Et ceux-là, le tirage a été... moi, c'est la dernière année, 72. La première année, il était tout orange. OK. Ça a été fait avec le restant de la compagnie. Je comprends. Exact. OK. Donc là, cette motoneige-là, naturellement, on va la voir au Salon d'Autosport cette année. Absolument. Mais tu as eu aussi des communications avec le petit-fils, je pense, du fondateur. Oui, c'est ça, le monde des petits. Mario Gagnon, un des petits-fils de M. Gagnon, Paul Eugène, qui a construit ces motoneiges-là, m'a appelé pour acheter des morceaux ici, puis finalement, c'est lui qui m'a apporté les photos. OK. Les premières photos de Skiloo. Avec, Ils sont très rares, les photos. Pour avoir fait des c'est recherches. Ça, là. exact. OK. Puis, c'est ça. Mais la quantité exacte produite, on ne le sait pas encore. Toi, pour conclure un peu, tu l'as trouvé comment, celle-ci? Moi, je l'ai acheté sur Marketplace à 2 h du matin un soir, M. Stéphane, Sainte-Brigitte de Laval, parce que j'ai su qu'il y avait eu une concession à Sainte-Brigitte de Laval, Québec. Puis, il était restauré comme ça. Je n'y ai pas touché. Ben voyons donc. Ouais. Puis, écoute, ça a été parfait. Tu vas t'acheter un 649. Oui, exact, parce que je ne suis pas le seul. Il m'a dit qu'il y avait eu après ça une trentaine d'emails dans à peu près. Incroyable. Ouais. Encore une fois, ben, pour conclure, Martin, les gens qui veulent plus de questions, qui veulent l'avoir surtout, et jaser avec toi, Exact. parce que tu as encore plein de choses à dire. Salon de l'Autosport, cette année, au Centre Expo Cité, on vous attend. Voici la suite du projet de Ford Probe de Johan Leduc. Fait que Sarah Maud, je pense que je t'amène pas trop d'ouvrages. Ça va être peut-être un petit buffing, puis... C'est sûr. J'ai vu qu'il y a des petits dommages ici, là. On voit que ça n'a pas été peinturé complètement. Je sais pas si tu l'avais remarqué. Ah, ben oui, regardons ça. Je vois qu'il y a des petits graphings, là, ici, un peu sur le bord du bumper. Ah, ben oui. Fait que c'est pas mal tout. J'ai vu un autre petit dommage sur l'aile en arrière à droite. Une belle bosse, là. OK. Puis après ça, on boffe, puis c'est fini. Il y a aussi de la rouille ici sur le coffre. Fait que ça, c'est... Tu sabres un peu, on met un petit peu de primer, puis c'est fini. Écoute, l'idéal, c'est de remplacer la pièce. OK. Parce que quand c'est rouillé comme ça, souvent, la rouille vient de l'intérieur de la pièce. Là, elle sort, elle pousse tranquillement. Donc, il y a des grandes chances que ça revienne avec le temps. Si jamais tu as des choses à prendre dans la voiture, tes effets personnels, Moi, je vais prendre mon coat. ton coat, Oui. puis ça, je sais pas, t'en as-tu besoin? Ben, c'est une très longue histoire. Écoute, ça implique des chèvres. Ah, non. Il manque un spot juste là. Très mature. Très, très mature. Normalement, ça s'enlève pas de même, mais je l'ai tellement enlevé que tout est rendu lousse. J'étais trop paresseux pour le remettre comme du monde. J'avais pas le temps. Je pensais que j'avais pas le temps à cette époque-là. Les jeunes, vous avez le temps, fermez vos travailler. T'es-tu bien pogné, ça? Ouais. Ça fait rien. Il va y avoir un autre POC sans peinture. J'avais pas vu, là. Il y a d'autres petites POC là, sans peinture. Dans la dernière chronique, on a parlé de budget, choix du véhicule,
choix du type de restauration. Aujourd'hui, on va tomber dans le concret. On parle de démontage du véhicule, faire la liste des pièces à commander plus concrètes, les chromes, les polissages de moulure. Premièrement, le démontage d'un véhicule, c'est la partie la plus facile d'un projet de restauration. Par contre, c'est souvent la partie que les gens vont faire trop rapidement puis trop désordonnée. Parce que quand on démonte un véhicule, il faut penser au remontage pendant qu'on démonte le véhicule. Donc, quand on démonte des pièces, qu'on constate que le petit boulon-là, il est brisé, ça va le prendre, bien, si on ne le note pas tout de suite puis qu'on ne le commande pas tout de suite, bien, lorsqu'on va faire le remontage, bien, on va bloquer à ces étapes-là, puis là, ça va retarder le remontage, ça va compliquer le remontage. Fait que c'est important, quand on démonte un véhicule, identifier nos pièces, faire nos petits baguises ou peu importe le système de classement qu'on a, des petits boîtiers ou whatever, tout identifier avec chacune des sections du véhicule. Puis, faire le listing des pièces à commander, tous les petits micmacs, toutes les petites attaches de moulure, prendre des photos, faire notre liste de commandes, puis préparer tout de suite au démontage, commencer à préparer le remontage. Après ça, mais ça fait partie aussi de penser au chrome. Est-ce qu'on achète des bumpers neufs ou on fait rechromer nos bumpers? Les moulures de stainless, c'est pareil. On peut les faire débosser, les faire polir, ou en acheter tout simplement des neuves en reproduction. Pour moi, ça fait partie du démontage. On décide tout de suite qu'est-ce qu'on fait chromer, qu'est-ce qu'on remplace, qu'est-ce qu'on achète. Parce que c'est d'autant plus important parce que des shops de chrome au Québec, il y en a 2 ou 3. On parle de Gigi Buffing à Longueuil, on parle de Plaquage à Royal ici à Québec. Et d'autres que je connais peut-être pas. Les gars de polissage de moulure, il y en a quelques-uns, mais les délais pour ça sont extrêmement longs. Alors, c'est pour ça qu'il faut y penser tout de suite. Puis si on décide de commander des pièces en reproduction, bien, des fois, le délai peut être long aussi. Mais tout ça fait partie de la planification. Dans notre prochaine chronique, on va parler de préparation de la carrosserie, décapage, trempage, sandblast, réparation de tôlerie, réparer des pièces versus des pièces neuves. Bonjour, nous sommes à Funo di Argelato, en Italie. Nous nous trouvons au sein du musée dédié à la Ferruccio Lamborghini et nous allons être accueillis pour faire la visite de ce musée par le fils de Ferruccio qui s'appelle Tonino Lamborghini. Suivez-moi. Tonino, nice meeting you again. Nice to meet you. Je vous invite à nous suivre maintenant pour découvrir le musée Lamborghini. Suivez-moi. Donc Tonino, aujourd'hui nous sommes présents parce que le public au Québec ne connaît pas du tout l'histoire de votre père. Donc qu'en est-il avant d'avoir lancé les automobiles Lamborghini? Qu'en était-il du début de son industrie de tracteurs et de son industrie sur les systèmes de chauffage? Alors, avec votre permission, je préfère parler en italien et après vous pouvez le traduire. Très bien. Ça va? Parfait, merci. Mon père termina la période de guerre avec une immense expérience dans le domaine automobile et mécanique. Durant son service, il maîtrisa la réparation des véhicules militaires dans la mer Égée, puis sur l'île de Rhodes, où il rencontra plus tard ma mère. À la fin de la guerre, l'Italie devait tout reconstruire. Le pays avait besoin de ce qu'il y avait de plus essentiel, relancer l'agriculture et les industries mécaniques. Les usines étaient en ruine. L'agriculture, elle, représentait le moyen le plus rapide de redresser le pays. Mais elle avait besoin de tracteurs. À l'époque, les tracteurs existants étaient anciens, lourds, obsolètes. Mon père eut alors une idée visionnaire, utiliser les surplus militaires laissés par les Américains grâce au plan Marshall et transformer ces véhicules en tracteurs agricoles. Ces premiers modèles, équipés de moteurs américains, consommaient énormément. Il inventa et breveta alors un système permettant de faire fonctionner les tracteurs au pétrole lampant, utilisé pour l'éclairage domestique, beaucoup plus accessible que le carburant classique. Le succès fut immédiat. La production atteignit jusqu'à 52 tracteurs par jour. L'entreprise comptait près de 1000 employés. Mon père innova également sur le plan technique. Moteur plus moderne, refroidissement optimisé et surtout un démarrage sans bougie de préchauffage. À l'époque,
il fallait attendre plusieurs secondes avant de pouvoir démarrer un moteur diesel. Lui réussit à concevoir un système permettant un démarrage immédiat, même en poussant le véhicule. Une avancée majeure. 20 ans plus tard, lorsque le brevet expira, il fut utilisé par Volkswagen pour équiper la première Volkswagen Golf. Alors voilà, déjà, deuxième émission de Moteur d'émotion qui est conclue. C'est clair, hein? C'est bon. Ben oui, c'est le fun. vraiment le fun de rencontrer ces passionnés-là qui parlent le même langage que nous, finalement. T'as tout compris. Et tout le monde va converger au début du mois de mai du côté de Québec. C'est ça qui est le fun. Et la semaine prochaine, on continue avec nos panélistes. Hugo Girard, Christian Lajeunesse, Antoine Joubert. On a notre gang en motoneige, Martin Roy et Mario Lacroix. Tout ça pour vous à Moteur d'émotion. Il reste 5 semaines. Juste 5. 5 semaines, 5 mes amis. semaines. À la semaine prochaine. Bye tout le monde. Bye. Cette émission vous est présentée par Salon Autosport XPN, Next Drive, propulsé par Napa Autopro et Les Tourneaux Service de pneus.